Donc, comme je vous le disais, donc on va commencer le cours de photogrammétrie là, qui va durer 11 séances ou 10 séances de 3 heures, donc par un cours de photogrammétrie analogique. Donc, c'est la photogrammétrie historique telle qu'elle a été donc, mise au point, on va dire, à la fin du 19e siècle. Donc, je le répète, c'est quelque chose que vous n'utiliserez pas directement, mais qu'on juge utile de connaître. Alors, la photogrammétrie, quelle qu'elle soit, je pense que ça, vous avez compris de quoi il s'agissait. Donc, c'est une technique qui permet de mesurer en 3 dimensions à partir de photos. Donc, c'est une technique qui permet de mesurer les objets qui sont visibles sur des photos dans leurs 3 dimensions, longueur, largeur et profondeur. Donc, ça permet notamment de faire du dessin 3D. Donc, vous devez vous souvenir que avant Noël, dans un cours d'introduction, je vous avais montré des planches relativement anciennes qui avaient été réalisées par l'IGN sur des grands projets patrimoniaux, notamment le relevé des temples de Nubie en Égypte, le relevé de la grotte de Lascaux. Je vous en avais montré comme ça un certain nombre, hein, et des cathédrales également. Donc ça, c'est des dessins métriques qui ont été produits par des techniques photogrammétriques tout à fait similaires à ce qu'on va voir ce matin. Donc, voilà, j'insiste, hein, c'est quand même, même si c'est daté en termes d'équipement et de méthode, c'est quand même une technique, voilà, qui a fait ses preuves, qui a permis de produire des documents qui restent aujourd'hui des documents de référence. Et on verra d'ailleurs, alors ça c'est plutôt en deuxième année, hein, que la photogrammétrie numérique très automatisée produit des documents qui ont finalement pas mal de défauts et qui font qu'on a quand même plutôt tendance à accumuler des résultats intermédiaires plutôt qu'avoir, comme on l'a sur ces monuments là que je viens de citer, donc plutôt qu'avoir donc des documents de référence qui font autorité pendant longtemps. Donc on va se reconcentrer donc sur la photogrammétrie analogique. Alors celle-ci utilise des films argentiques. Donc ici j'ai amené des copies, enfin des contacts papier de films argentiques. Donc elle utilise des films argentiques ou des plaques de verre. Donc là on va pas vous montrer de plaques de verre, ça c'était vraiment les débuts de la photogrammétrie. Et du matériel composé donc de mécanique et d'optique, pas du tout d'informatique bien sûr, puisque on comprend que c'est une technique qui a été utilisée, inventée il y a fort longtemps. Alors, les différents types de matériel qu'on peut être amené à utiliser ou à rencontrer en photogrammétrie analogique sont listés ici. Donc on a des comparateurs, alors avec des noms là qui sont inscrits en vert. Donc je doute là encore hein, que vous soyez amené à les utiliser. Encore que PK1, donc c'est le nom d'un comparateur, on va voir que c'est, vous aurez probablement l'occasion de voir que c'est le nom d'un format de fichier qui contient des points photogrammétriques, donc ça vous le verrez plus tard. Donc qu'est-ce que c'est un comparateur ? C'est comme un double décimètre mais à 2 dimensions. Ça permet de mesurer très précisément sur une surface à 2 dimensions, donc sur un film. On a également dans la liste du matériel utile, donc des tables traçantes, parce que le seul produit que fournit la photogrammétrie analogique, donc c'est du dessin métrique, pardon. Donc cet appareil est lié à une table. Donc on verra comment ça se passe un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais globalement, devant cet appareil va venir s'asseoir un opérateur qui va visualiser à travers les oculaires la scène photographiée en 3 dimensions et qui va dessiner ces éléments caractéristiques, donc qui va se déplacer dans ce qu'on appelle le modèle, hein, la scène reconstituée en 3D, et donc qui va induire comme ça un mouvement sur le stylo au-dessus de la table traçante. On a des systèmes de marquage de points. Alors, pour pérenniser dans le film des points communs entre différentes photos qui montrent
la même portion du terrain. Donc on verra, enfin vous verrez rapidement, donc avec Antoine Pinte, qui vous fera le cours de photogrammétrie numérique dès demain d'ailleurs, vous verrez que en photogrammétrie, on a besoin de mesurer des points communs entre des images. On les appelle, on leur donne plusieurs noms, mais on les appelle parfois des points de liaison. Et donc ces points de liaison sur des images numériques peuvent être repérés simplement par leurs coordonnées. Sur les films, on n'avait pas d'autre solution que de les marquer physiquement en faisant un petit trou dans la gélatine. Donc voilà, ici on a un système de marquage de points. Et les orthoprojecteurs, donc des dispositifs assez impressionnants et encombrants qui permettaient de faire des orthophotos par des systèmes là complètement analogiques. On n'a pas du tout on parle bien sûr pas du tout de moyens numériques. Donc on reprojette une photo pour se débarrasser globalement des déformations dues à la perspective de la prise de vue. Donc tous ces matériels que je viens de citer là, qui sont marqués ici ne vont pas être évoqués davantage dans le cours, on n'en parlera plus. Alors il faut savoir que ce cours de photogrammétrie analogique là qu'on concentre en 3 heures, finalement il y a on va dire il y a 20 ans on ne parlait que de ça, finalement peut-être pas il y a 20 ans, il y a un petit peu plus, il y a 25 ans, on ne parlait que de ça en photogrammétrie. On n'avait pas encore de tout ce que vous allez voir avec Antoine à partir de demain, finalement, on en parlait très très peu. Donc, bien entendu, on rentrait beaucoup plus dans les détails. Aujourd'hui, là, on fait une présentation synthétique et du coup, effectivement, ces matériels-là ne sont pas présentés davantage. En revanche, donc, on va beaucoup plus parler de ce qui est noté ici en rouge, donc les chambres métriques de prise de vue, qu'on appelle plus classiquement donc les caméras. Et puis les appareils de restitution. Donc là, c'est déjà un petit peu du jargon de la photogrammétrie. Quand on parle de restitution en photogrammétrie, on désigne la phase de dessin des éléments caractéristiques de la scène photographiée. Donc soit des courbes de niveau, soit des contours de toit, soit des éléments particuliers d'une façade. Donc la phase de restitution, c'est la phase de dessin. Alors, concernant donc les chambres métriques de prise de vue, donc je vous ai dit que c'était les caméras. Alors pourquoi on les appelle comme ça ? On va parler de photographie métrique pour indiquer donc que l'on peut faire des mesures précises sur les photos. Alors, c'est aussi par ces appareils photo, ces chambres métriques de prise de vue, que la photogrammétrie analogique va se distinguer de la photogrammétrie analytique et numérique que vous allez étudier à partir de demain avec Antoine Pinte, puisqu'on verra, enfin vous verrez plutôt, donc avec Antoine Pinte, que finalement on peut désormais utiliser n'importe quelle caméra, celle que vous avez dans votre poche, là sur votre téléphone portable, fera tout à fait l'affaire. En photogrammétrie analogique, on verra que non, c'est pas possible. On ne peut travailler qu'avec des photos prises par une caméra qui respecte un grand nombre de spécifications, et ces caméras sont des caméras dites métriques. Donc pour mémoire, mais je pense que vous maîtrisez cette partie parce que Antoine vous a fait le cours sur ce sujet. Donc un appareil photo, c'est une boîte noire avec un petit trou devant. Alors le petit trou devant, il est équipé d'une lentille. Donc vous avez vu avec Antoine, c'est pas une lentille, c'est plusieurs lentilles qui vont corriger, qui vont se corriger respectivement leurs défauts les unes les autres. Donc on a une boîte avec un objectif photo composé de plusieurs lentilles. On a un diaphragme qui va permettre de régler la quantité de lumière qui peut rentrer dans la boîte. On a un obturateur qui va permettre de régler le temps pendant lequel la lumière peut rentrer dans la boîte, dans la caméra. On a une pellicule sensible qui est plaquée sur la face opposée à l'objectif, ce qu'on appelle le fond de chambre. Et puis, on a parfois un système de visée. Alors là, c'est surtout dans les caméras aériennes, les caméras qu'on embarque dans les avions pour les prises de vue, donc aéroportées. On a un système de mise au point, donc qui va permettre de faire une photo nette selon le recul que l'on a par rapport à l'objet d'intérêt. Et puis, un système de transport de film. Alors là encore, c'est un dispositif utile, surtout pour les
les prises de vue aériennes. Donc, le rôle donc, de ces différents éléments vient d'être rappelé. Donc, sur les chambres métriques de prise de vue, on a un certain nombre d'éléments clés. Donc, on va parler de format utile, hein, c'est la taille de film atteint par le flux lumineux. On va parler des repères de fond de chambre. Alors, donc j'ai amené deux films composant donc un couple stéroscopique. On la fera passer. Vous verrez que sur le bord de l'image, on a des petites marques, hein, des petits cercles rouges, donc qui sont positionnés à chaque coin de l'image et au milieu des côtés. On verra à quoi ils nous servent. En tout cas, ces petits repères ont une position qui est parfaitement connue dans le système caméra. Donc, ces repères ont été mesurés de manière très précise en laboratoire et leurs coordonnées sont renseignées dans ce qu'on appelle un certificat d'étalonnage. Je vous fais passer la photo. Donc vous regarderez les repères de fond de chambre. Vous me la ramènerez après, parce que j'en aurai besoin. On va parler du centre du fond de chambre, qui est la meilleure intersection des droites qui joignent les repères opposés. Donc, on revoit ici le schéma d'une caméra donc, que vous avez vu déjà, puisque vous avez fait avec Antoine et Olivier Dissart donc, le cours et les TD sur les spécifications d'une prise de vue. Donc, vous savez comment on modélise une photo. Donc ces éléments clés, là, vous les connaissez déjà. Un grand S, c'est ce qu'on appelle le sommet de prise de vue. Ici, il est écrit comme étant le sommet perspectif. Hein, c'est du vocabulaire qu'on trouve également. Vous devez être familier avec différents termes. Petit f, c'est la distance focale. Donc la distance focale, c'est la distance entre le centre optique et le plan où les rayons lumineux issus de l'infini impriment leur image nette. On va parfois en photogrammétrie parler de distance principale. Donc la distance principale, c'est la distance entre le centre optique et le plan image, le plan où l'objet photographié imprime son image nette. Alors la distance principale, c'est la distance donc, entre le centre optique et le plan image. Donc lui, c'est le plan où l'objet photographié imprime son image nette. Donc la différence, hein, c'est entre une mise au point rapprochée et une mise au point à l'infini. Donc, en photogrammétrie aérienne, la mise au point est quasiment systématiquement fixée à l'infini. Et donc la distance focale et la distance principale sont égales. Le point principal, ici qui est noté par ce petit oméga, qu'on appelle même plus fréquemment le point principal d'autocollimation, hein, que vous reverrez donc avec Antoine, c'est la projection orthogonale du centre optique sur le fond de chambre. Et donc on dit qu'une chambre est parfaite si ce point coïncide avec le centre géométrique du fond de chambre, ce qui veut dire que l'axe optique est perpendiculaire au fond de chambre. Et on va parler de système optique centré. Donc des exemples, ici je passe rapidement parce que je pense que vous les avez déjà vus dans le cours qui était spécifiquement orienté donc, sur les prises de vue aériennes. Donc on a souvent, pour le matériel de la photographie aérienne, des chambres qui font à peu près 23 par 23 cm, donc ici 228 mm par 228 mm, et des objectifs fixes. Donc des objectifs fixes, hein, c'est pas des zooms, hein, vous pouvez avoir un appareil photo perso et vous pouvez ajuster la distance focale, vous avez un zoom. Ici, pour les caméras métriques aériennes, il n'y a pas de zoom, on a un objectif fixe avec des focales qui valent autour de 88 mm, 152, 200, 300 et 600. Il n'y a pas énormément de valeurs, hein. Je répète, il y a 88, 152, 200, 300 et 600. Donc les caractéristiques hein, données par les ouvertures possibles et les temps d'exposition. Et cette
caractéristique qui existe ou non, donc la possibilité de corriger le flou causé sur le film par l'ouverture de l'obturateur pendant le déplacement de l'avion. Donc ça s'appelle la correction de filet. Donc on va rentrer plus précisément dans le cours de photogrammétrie analogique. On a besoin de rappeler du vocabulaire. Donc vous vous souvenez, une photo, on parle de photos faites avec des caméras traditionnelles, donc des capteurs passifs. C'est le soleil ou en intérieur une lumière qui va éclairer la scène d'intérêt. Celle-ci va réfléchir la lumière incidente dans toutes les directions, a priori, pour les matériaux les plus courants. Et donc, un rayon lumineux particulier va rentrer dans la caméra gauche ici, et un autre rayon lumineux va rentrer ici dans la caméra droite. Donc le point grand M sur le terrain va imprimer son image en petit m1 et en petit m2 sur les caméras gauche et droite. Donc vous vous souvenez que la distance entre les deux sommets de prise de vue, c'est la base stéréoscopique. Et ce rayon lumineux réfléchi par le point que l'on est en train de considérer s'appelle le rayon perspectif, parce que, vous l'avez probablement déjà vu, la photo ou la caméra classique produit donc des photos que l'on sait modéliser par une projection perspective centrale. Donc ces rayons lumineux qui sont à quoi on va vraiment s'intéresser en photogrammétrie, pour être capable de mesurer finement justement dans les images, on les appelle donc les rayons perspectifs. Deux rayons réfléchis issus d'un même point terrain sont des rayons perspectifs homologues. Et donc on aura ici sur les photos des points ou des détails homologues. Le faisceau perspectif, pour un cliché donné, c'est l'ensemble des rayons perspectifs qui ont contribué à faire la photo. Donc il faut s'imaginer tous les rayons perspectifs qui sont passés par le sommet de prise de vue et qui ont imprimé donc leur image sur le cliché. Le principe, un des grands principes de la photogrammétrie analogique, justement, ça va être de ne pas travailler directement avec cette photo en deux dimensions, cette photo que je récupère quand l'avion se pose. On va, dès qu'on aura une photo à utiliser, on va reconstituer le faisceau perspectif. Donc on va se débrouiller pour ne pas considérer la photo comme un élément en deux dimensions, mais comme un élément en trois dimensions. Donc on va se débrouiller pour retrouver tous les rayons perspectifs qui ont contribué à faire la photo. Et c'est cette espèce de solide en trois dimensions, par opposition au film en deux dimensions, que l'on va manipuler pour arriver à notre objectif qui est de pouvoir, premièrement, visualiser la scène photographiée en 3D par un appareil spécifique et deuxièmement, dessiner sur cette scène les éléments intéressants qui ont été prédéfinis dans des spécifications. Donc il y a deux types d'appareils dits de restitution, les appareils mécaniques et les appareils optiques. On ne va pas parler durant ce cours, donc durant cette matinée, des appareils optiques. Les appareils mécaniques sont basés sur le fait que le rayon perspectif issu du point observé est matérialisé par une tige mécanique. Donc ici on voit une photo d'un appareil. Donc il s'agit d'un appareil du constructeur Zeiss. Alors pour mémoire, je pense que vous l'avez vu quand vous avez fait la prise de vue aérienne, mais on a au début de la photogrammétrie, au début du XXe siècle, on a deux grands constructeurs, on a Zeiss en Allemagne et Wild en Suisse. Donc ici on a un planimat de Zeiss et on voit effectivement les deux tiges métalliques qui sortent de l'appareil et qui symbolisent les rayons perspectifs issus du point sur lequel est centré l'appareil en ce moment. Donc on a dans l'appareil des oculaires, vous voyez ici, des porte-clichés là qui sont au-dessus. Et donc les tiges métalliques que je viens de signaler. Donc grâce à un chemin optique fait de prismes et de miroirs, l'opérateur qui va s'asseoir devant l'appareil et qui va regarder dans les oculaires verra avec l'œil gauche le film posé sur le porte-cliché gauche
et avec l'œil droit, le film posé sur le porte-cliché droit. Donc, on donne ici quelques exemples d'appareils de photogrammétrie analogique, le Planimat de Zeiss, le B8, le A10, etc. de Wild. Donc, dans l'ensemble, donc, les appareils de restitution analogique répondent aux besoins suivants. D'abord, je l'ai signalé tout à l'heure, besoin de reconstitution des faisceaux perspectives, c'est-à-dire à partir d'un film en 2 dimensions, on doit pouvoir reconstituer le solide en 3 dimensions, composé donc de tous les rayons perspectifs qui ont contribué à faire la photo. On doit pouvoir observer des points homologues entre les 2 clichés du couple. On doit pouvoir matérialiser le système de coordonnées de référence, parce que la photogrammétrie donc, permet de faire des mesures, et on verra que c'est possible d'exprimer ces mesures dans un système de coordonnées de référence. On doit pouvoir se déplacer dans le modèle. Donc le modèle, c'est quelque part comme une maquette du terrain photographié. C'est le terrain photographié en 3D. On doit pouvoir se déplacer dedans, donc en planimétrie, en altimétrie. On doit pouvoir lire des coordonnées et pouvoir matérialiser la position du point observé, le point modèle, par un stylo, donc pour dessiner donc ce qu'on observe sur le couple stéréoscopique. Donc ici, on a une représentation très schématique de l'appareil de photogrammétrie analogique. Donc on voit ce schéma-là qui représente la scène photographiée, le modèle, la maquette, et puis ici un point du modèle, donc qui est observé, et donc qui va correspondre ici sur le film gauche au point M1, donc avec un transfert via des cardans, des prismes ici. Alors quand l'opérateur s'assoit devant l'appareil, donc il va regarder dans les oculaires et il verra au centre de chaque oculaire ce qu'on appelle un ballonnet. Donc un ballonnet, c'est comme ceci, c'est une petite marque lumineuse qui sera constamment au centre de chaque oculaire. Donc il verra une portion circulaire du film et en superposition un ballonnet. Donc il verra ça dans l'oculaire gauche et également dans l'oculaire droit. Donc la position de ce ballonnet sur le cliché est déterminée par l'intersection de la tige spatiale mécanique avec ce qu'on appelle le plan théorique fictif du cliché. Donc on s'arrange pour que le point observé dans le modèle aille bien pointer sur le bon point sur le film. Oui. Est-ce que ça fait pas, ça fait pas du mal aux yeux d'avoir tout le temps ce petit ballonnet lumineux au centre de l'objectif? Alors là, je suis un peu déçue parce que vous n'aurez pas le plaisir de l'essayer, puisque vous n'avez pas de travaux pratiques en photogrammétrie analogique prévus, pour 2 raisons, parce qu'on a jugé que c'était plus essentiel de le faire, et puis parce qu'aussi les appareils sont en train de partir petit à petit à la casse par pièces détachées. Donc effectivement, vous ne l'expérimenterez pas vous-même. Alors, oui, tu n'as pas tort, au début c'est assez pénible. Mais il faut bien imaginer que quand on faisait de la cartographie avec de la photogrammétrie analogique, on avait des opérateurs qui faisaient ça pendant 40 ans, 8 heures par jour. Et puis voilà, c'était possible quand même. Au-delà de ça, c'est une capacité qui n'est pas donnée à tout le monde. On n'est pas tous aptes physiologiquement à travailler sur des appareils de restitution analogique. On n'a pas tous la capacité justement à sentir que le ballonnet est bien posé sur l'élément que l'on veut dessiner. Puisque là, je vous ai dit, il y a un ballonnet dans chacun des 2 oculaires, ça veut dire qu'on va avoir un ballonnet 3D, puisqu'on le verra avec nos 2 yeux. On aura un ballonnet 3D et on aura derrière les 2 photos également, donc on aura la scène en 3D. Donc l'objectif, ce sera, on verra comment, de poser le ballonnet 3D sur une route, par exemple, et à la dessiner. Or, voilà, tout le monde n'est pas capable de sentir effectivement que le ballonnet est bien posé. En général, quand on sélectionnait les opérateurs qui étaient appelés à devenir les dessinateurs pour l'IGN, on en prenait, on en gardait 1 sur 3. Les autres ne voyaient pas bien. Voilà.
Donc, dans ceux qui étaient choisis, voilà, normalement, ils résistaient. Et après une phase d'adaptation, en réalité, ils n'éprouvaient plus de fatigue particulière.